Et nous retrouvons à présent l'histoire des Juifs de France, comme tous les matins en compagnie de Christophe Dard. Et pour ce nouveau numéro, nous sommes au début du XXe siècle, alors que l'affaire Dreyfus fait toujours la une des journaux et que bientôt la Première Guerre mondiale va éclater. Le monde artistique parisien est en pleine effervescence. Des artistes et des écrivains étrangers viennent s'installer dans la capitale, dans l'espoir de vivre dans de meilleures conditions que dans leur pays d'origine et ont l'ambition surtout de faire carrière avec leur art. Ces artistes font alors partie de ce que l'on va appeler l'école de Paris. Et ce mouvement va perdurer au moins jusqu'au déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Nous allons plus précisément parler de la première école de Paris que l'on peut situer entre 1900 et 1930 environ, et plus particulièrement de ces peintres juifs venus dans la capitale avec des rêves plein la tête. C'est le cas d'Amedeo Modigliani, le dandy de Montparnasse, et nous faisons justement son portrait ce matin avec vous, Christophe. Amedeo Modigliani qui naît à Livourne, cité portuaire du centre de l'Italie, sur la côte ouest de la Toscane, le 12 juillet 1884. Alors Livourne, pour vous faire un peu la carte postale, c'est depuis longtemps un très gros foyer de la communauté juive du pays. C'est d'ailleurs la plus protégée de la péninsule, puisqu'il faut savoir qu'au XVIe siècle, les juifs de Livourne, alors déjà un très nombreux, ne sont pas contraints de vivre dans un ghetto comme dans d'autres cités italiennes. Depuis 1593, ils bénéficient d'un statut exceptionnel, puisqu'en effet, les lois livournaises accordent aux marchands de toute nation un libre droit de circulation, de négoce et de propriété. En clair, les juifs de Livourne peuvent aussi avoir des serviteurs chrétiens. Ils sont protégés de l'Inquisition et donc n'ont pas à vivre dans un ghetto comme c'est le cas malheureusement dans d'autres villes italiennes. Alors ce qu'il faut dire, c'est que ce sont majoritairement des maranes, les descendants des juifs d'Espagne expulsés en 1492 par les rois catholiques. Et du coup, la langue parlée, évidemment, c'est le judéo-espagnol, comme d'ailleurs par exemple à Salonique en Grèce, autre cité qui accueille des juifs espagnols expulsés. Puis peu à peu, les juifs livournais ont créé un dialecte, le badjito, mélange d'espagnol, d'hébreu et de patois local. La communauté juive livournaise a connu son apogée au XVIIe et XVIIIe siècle avant de connaître le déclin à partir des années 1800. Amedeo Modigliani est le quatrième enfant de Flaminio Modigliani, homme d'affaires ruiné, et d'Eugénie Garcin, tous deux issus de la bourgeoisie séfarade. Sans doute originaire du village de Modigliana en Émilie-Romagne, les ancêtres, un côté paternel du futur artiste, résidaient au début du XIXe siècle à Rome. Alors, ils rendaient visiblement des services financiers au pape avant de s'installer au milieu du XIXe siècle à Livourne. Quant aux ancêtres de la mère de Modigliani, Eugénie Garcin, eux, ils s'étaient établis à Tunis et l'un d'eux avait d'ailleurs fondé une école talmudique. À la fin du XVIIIe siècle, un Garcin, commerçant, s'est fixé à Livourne avec sa femme Regina Spinoza, dont la parenté avec le célèbre philosophe du même nom, mort sans enfant, n'est pas prouvée. Amedeo inventera plus tard plusieurs légendes, notamment sur sa famille. Il dira que son père descendait d'une lignée de riches banquiers et que sa mère avait pour ancêtre Baruch Spinoza. Oui, il a souvent déformé la réalité, d'ailleurs, pour effectivement se donner, on va dire, le beau rôle. En revanche, ce qui est vrai, c'est assez incroyable comme anecdote, c'est qu'au moment de l'accouchement d'Amedeo, comme son père avait fait banqueroute, comme je le disais, des huissiers sont en train de saisir les meubles et les objets de la famille, mais finalement, bon nombre d'entre eux, parmi les plus précieux, ont été mis sur le lit où la mère donc met au monde le futur peintre, car il est interdit de saisir le lit d'une femme en train d'enfanter. Eh bien ça, c'est une bonne technique. Au passage, ouais. Amedeo veut dire en italien « aimé de Dieu ». Mais son enfance est plutôt difficile avec une succession d'ennuis de santé. À 11 ans, il attrape une pleurésie et 3 ans plus tard, une grave fièvre typhoïde qui entraîne des complications pulmonaires. Et ce serait du coup à ce moment-là qu'il aurait décidé de devenir peintre. Alors initié depuis longtemps à l'hébreu, au Talmud, Amedeo fait sa bar mitzvah sans être spécialement pratiquant. D'ailleurs, c'est plus du côté du père que de la mère que l'on est pratiquant dans la famille Modigliani. Et puis il fait des études aux Beaux-Arts de Livourne, il va découvrir les artistes italiens, le gothique, la Renaissance, il lit Dante, le poète italien, il lit aussi Baudelaire, ce qui va d'ailleurs lui permettre d'apprendre le français qu'il va parler convenablement. Et puis, il est encore à nouveau malade. À 16 ans, il a atteint cette fois d'une pleurésie tuberculeuse, et pour lui changer les idées, lui faire respirer le grand air, sa mère va l'emmener faire le tour de l'Italie du Sud en passant par Naples, Pompéi, Capri et Rome. À 18 ans, Amedeo quitte Livourne. Il étudie à l'Académie des Beaux-Arts de Florence, puis passe 3 ans à Venise. Élève peu assidu, il préfère se promener, lui, dans les églises et découvrir les artistes de la Renaissance. Et il passe des heures à
observer et à dessiner des croquis des œuvres de Bellini, Giorgione, Titien, Carpaccio ou encore le Tintoret, Véronèse, Tiepolo. C'est aussi là qu'il commence à boire pas mal, à prendre de la drogue, du hashish. Et puis il découvre également la culture française, les poètes symbolistes et puis aussi les peintres Cézanne et Toulouse-Lautrec en particulier. Et pour Modigliani, justement, c'est donc en France, et plus précisément à Paris, qu'il faut être. Il arrive dans la capitale en 1906, il a alors 22 ans, il est beau, élégant, fier, ambitieux, et ce qu'il imaginait de la ville est en effet réalité. Paris est la métropole des arts et des lettres. L'exposition universelle de 1900 avait attiré plus de 50 millions de visiteurs avec 83 000 exposants, dont 45 000 étrangers. Et c'est d'ailleurs à cette occasion que le métro avait été créé, de même que le Grand et le Petit Palais, les théâtres, les bals, les cafés, les restaurants, les grands boulevards que Modigliani arpente tous les jours, puisque il loge dans un hôtel à la Madeleine, font la renommée de Paris dans le monde entier, ville lumière, moderne et ouverte au monde. Et c'est là d'ailleurs que naissent les avant-gardes artistiques. Vous le savez, Picasso par exemple, qui a quitté l'Espagne pour Paris en 1904 et qui va donner naissance quelques années plus tard au cubisme, tandis que le fauvisme, dont le plus célèbre représentant est le peintre Matisse, naît en 1905. Ce bouillonnement attire donc Modigliani, mais aussi d'autres artistes. La plupart sont des juifs venus d'Europe centrale et de l'Est. C'est ce que racontait justement l'année dernière sur Radio J, au micro de Léa Moscona, l'historienne d'art Francine Shapiro, à l'occasion de l'ouverture de l'exposition Chagall-Modigliani-Soutine, Paris pour école 1905-1940, au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Ils sont venus attirés d'abord par la liberté, puisque Paris représentait pour eux la liberté de création. Ils étaient en butte dans leurs pays respectifs. Oui, ils étaient souvent opprimés. Surtout en Europe centrale, absolument. Non seulement à l'antisémitisme, au pogrom, mais aussi à l'empêchement de pouvoir étudier en raison des numerus clausus. Et puis, il y avait le barrage de la tradition qui interprétait le judaïsme comme un interdit de représentation. Donc deux freins pour s'exprimer. Deux freins pour pouvoir exprimer ce qu'ils avaient en eux. Donc il y avait un profond besoin d'expression. Bien sûr. Et puis il ne faut pas oublier que Dreyfus venait d'être acquitté. Enfin, on avait révisé son procès et c'était le pays de la justice, de la liberté, de la fraternité. Enfin, les trois devises égalité. Donc c'était une terre d'espoir. L'historienne d'art Francine Shapiro. Alors Paris est un Eldorado, on l'a bien compris, pour Modigliani. Il se rend dans les musées et chez les galeristes les plus influents de l'époque, comme Ambroise Vollard et Paul Durand-Ruel, qui ont contribué à faire connaître les impressionnistes et une nouvelle génération de peintres. Et citons également la galerie Bernheim Jeune, ouverte en 1863 rue Laffitte par Alexandre Bernheim, issu d'une famille juive alsacienne et fils d'un marchand de couleurs. Cette galerie a entre autres promu les peintres réalistes, impressionnistes et aussi à leur début les post-impressionnistes. Et puis, dans ces premières années, 1900, de nouveaux galeristes apparaissent sur le marché parisien, comme Daniel-Henri Kahnweiler, né dans une famille juive en Allemagne, qui arrive à Paris à l'âge de 18 ans en 1902. Et puis en 1901, aussi, est créée à Paris la galerie Bertwey, du nom de sa propriétaire, issue d'une famille juive alsacienne, qui a alors 36 ans. Il faut savoir que c'est la première femme galeriste parisienne, et elle aura, on le verra, un rôle très important pour Modigliani quelques années plus tard. Merci beaucoup Christophe pour ce premier numéro très intéressant, même passionnant, consacré à Modigliani. Nous continuerons à parler bien sûr de sa vie brève mais intense dans un prochain épisode de l'histoire des Juifs de France, votre rendez-vous quotidien sur Radio J.